Chapitre 14. Robinson et l'Indien passèrent la nuit derrière les créneaux de la forteresse, l'oreille tendue vers tous les bruits nocturnes de la forêt. Toutes les 2 heures, Robinson envoyait Taine en reconnaissance avec mission d'aboyer s'il rencontrait une présence humaine. Chaque fois, il revint sans avoir donné l'alerte. L'Indien, qui serrait autour de ses reins un vieux pantalon de marin que Robinson lui avait fait enfiler, était abattu, sans ressort, comme abasourdi par son horrible aventure, et aussi par l'étonnante construction où il se trouvait transporté. Il avait laissé intacte la galette de blé que Robinson lui avait donnée, et il mâchait sans cesse des fèves sauvages dont Robinson se demandait où il avait bien pu les trouver. Un peu avant le lever du jour, il s'endormit sur un tas de feuilles sèches, en tenant serré contre lui le chien, lui aussi assoupi. Robinson connaissait l'habitude de certains Indiens chiliens d'utiliser un animal domestique comme une couverture vivante pour se protéger du froid de la nuit. Pourtant, il fut surpris de la patience de Taine, d'un naturel habituellement assez farouche. Peut-être les Indiens attendaient-ils le jour pour attaquer. Robinson, armé du pistolet, des 2 fusils et de tout ce qu'il pouvait transporter de poudre et de balles, se glissa hors de l'enceinte et gagna le rivage en faisant un vaste crochet par les dunes. La plage était déserte. Les 3 pirogues et leurs occupants avaient disparu. Le cadavre de l'Indien abattu la veille d'un coup de fusil avait été enlevé. Il ne restait que le cercle noir du feu magique où les ossements se mêlaient aux souches calcinées. Robinson posa sur le sable ses armes et ses munitions avec un sentiment d'immense soulagement. Un grand rire le secoua, nerveux, fou, inextinguible. Lorsqu'il s'arrêta pour reprendre son souffle, il pensa que c'était la première fois qu'il riait depuis le naufrage de la Virginie. Peut-être pouvait-il rire à nouveau parce qu'il avait enfin un compagnon. Mais il se mit à courir tout à coup parce qu'une idée lui était venue. L'évasion! Il avait toujours évité de revenir sur l'emplacement du chantier où il avait eu une si grande déception. Pourtant, le petit bateau devait toujours être là et attendre que des bras assez forts le poussent vers la plage. Peut-être l'Indien allait-il pouvoir aider Robinson à mettre l'évasion à flot. Et alors, sa connaissance des îles serait très précieuse. En approchant de la forteresse, Robinson aperçut l'Indien qui jouait tout nu avec Taine. Il fut fâché de l'impudeur du sauvage et aussi de l'amitié qui paraissait être née entre le chien et lui. Après lui avoir fait remettre son pantalon trop grand, il l'entraîna vers l'évasion. Les genêts avaient tout envahi et le petit bateau paraissait flotter sur une mer de fleurs jaunes. Le mât était tombé et les planches du pont se soulevaient par endroits. Sans doute sous l'effet de l'humidité, mais la coque paraissait encore entière. Taine, qui précédait les 2 hommes, fit plusieurs fois le tour du bateau. Puis d'un coup de rein, il sauta sur le pont qui s'effondra aussitôt sous son poids. Robinson le vit disparaître dans la cale avec un hurlement de peur. Quand il arriva près du bateau, le pont tombait par morceaux entiers chaque fois que Taine faisait un effort pour sortir de sa prison. L'Indien posa la main sur le bord de la coque, il la referma et l'ouvrit à nouveau sous les yeux de Robinson. Elle était pleine d'une sciure rouge qui s'envola dans le vent. Il éclata de rire. À son tour, Robinson donna un léger coup de pied dans la coque. Un nuage de poussière s'éleva dans l'air, tandis qu'un large trou s'ouvrait dans le flanc du bateau. Les termites avaient complètement rongé l'évasion. Il n'y avait plus rien à faire. Chapitre 15. Robinson s'était longtemps demandé comment il appellerait l'Indien. Il ne voulait pas lui donner un nom chrétien, aussi longtemps qu'il ne serait pas baptisé. Il décida finalement de lui donner le nom du jour où il l'avait recueilli. C'est ainsi que le second habitant de l'île s'appela Vendredi. Quelques mois plus tard, Vendredi avait appris assez d'anglais pour comprendre les ordres de son maître. Il savait aussi déchiffrer, labourer, semer, herser, repiquer, sarcler, faucher, moissonner, battre, moudre, pétrir et cuire le pain. Il savait traire les chèvres, faire du fromage, ramasser les œufs de tortue, en faire une omelette, raccommoder les vêtements de Robinson et cirer ses bottes. C'était devenu un serviteur modèle.
Le soir, il endossait une livrée de laquais et assurait le service du dîner du gouverneur. Puis il bassinait son lit avec une boîte en fer remplie de braise. Enfin, il allait s'étendre sur une litière qu'il tirait contre la porte de la maison et qu'il partageait avec Taine. Robinson, lui, était content parce qu'il avait enfin quelqu'un à faire travailler et à qui il pouvait tout enseigner de la civilisation. Vendredi savait maintenant que tout ce que son maître lui ordonnait était bien, que tout ce qui lui défendait était mal. Il est mal de manger plus que la portion prévue par Robinson. Il est mal de fumer la pipe, de se promener tout nu et de se cacher pour dormir quand il y a du travail. Vendredi avait appris à être soldat quand son maître était général, enfant de chœur quand il priait, maçon quand il construisait, porteur quand il voyageait, rabatteur quand il chassait, et à balancer le chasse-mouche au-dessus de sa tête quand il dormait. Robinson avait une autre raison d'être content. Il savait maintenant que faire de l'or et des pièces de monnaie qu'il avait sauvées de l'épave de la Virginie. Il payait vendredi un demi-souverain d'or par mois. Avec cet argent, Vendredi achetait de la nourriture en supplément, des petits objets d'usage courant venant aussi de la Virginie ou tout simplement une demi-journée de repos. La journée entière ne pouvait être achetée. Il s'était fait un hamac entre deux arbres où il passait tout son temps libre. Le dimanche était naturellement le plus beau jour de la semaine. Le matin, le gouverneur se faisait apporter par son serviteur une sorte de canne qui ressemblait à la fois au sceptre d'un roi et à la crosse d'un évêque, et abrité sous une ombrelle en peau de chèvre que Vendredi portait derrière lui. Il marchait majestueusement dans toute l'île, inspectant ses champs, ses rizières et ses vergers, ses troupeaux et ses constructions en cours. Il félicitait ou blâmait, donnait des ordres pour la semaine prochaine, faisait des projets pour les années à venir, puis c'était le déjeuner, plus long et plus succulent qu'en semaine. L'après-midi, Vendredi nettoyait et embellissait Speranza. Il désherbait les chemins, semait des graines de fleurs devant la maison, taillait les arbres d'agrément. Vendredi avait su s'attirer la bienveillance de son maître par plusieurs bonnes idées. L'un des grands soucis de Robinson était de se débarrasser des ordures et détritus de la cuisine et de l'atelier sans attirer les vautours ni les rats. Or, il ne savait comment faire. Les petits carnivores déterraient tout ce qu'ils enfouissaient sous la terre. Les marais rejetaient sur la plage tout ce qu'ils jetaient dans la mer. Quant au feu, il provoquait une fumée nauséabonde qui empestait la maison et les vêtements. Vendredi avait eu l'idée de mettre à profit la voracité d'une colonie de grosses fourmis rouges qu'il avait découverte à proximité de la maison. Tous les rebuts déposés au milieu de la fourmilière étaient dévorés en un rien de temps, et les os apparaissaient rapidement nus, secs et parfaitement nettoyés de toute chair. Vendredi apprit aussi à Robinson à se servir de bolas. Les bolas, très répandus en Amérique du Sud, sont une arme formée de 3 galets ronds attachés à des cordelettes réunies en étoiles. Lancées adroitement, elles tournoient comme des étoiles à 3 branches, et dès qu'elles sont arrêtées par un obstacle, elles l'entourent et le ligotent solidement. Vendredi lançait des bolas dans les jambes des chèvres qu'il voulait immobiliser pour les soigner, les traire ou les sacrifier. Puis il montra à Robinson qu'elle pouvait aussi servir pour capturer des chevreuils et même des oiseaux échassiers. Enfin, il le persuada qu'en augmentant la grosseur des galets, on pouvait se servir des bolas comme d'une arme terrible, capable de défoncer la poitrine d'un ennemi après l'avoir à demi étranglé. Robinson, qui craignait toujours un retour offensif des Indiens, lui fut reconnaissant d'avoir ajouté à son arsenal cette arme silencieuse, facile à remplacer et cependant meurtrière. Ils s'exercèrent longtemps sur la grève en prenant pour cible un tronc d'arbre et la grosseur d'un homme. Enfin, l'Indien eut l'idée de fabriquer pour Robinson et lui une pirogue semblable à celle de son pays. Il commença à creuser à la hache le tronc d'un pin très étroit et de grande envergure. Travail lent et patient qui ne ressemblait pas à la hâte fiévreuse dans laquelle Robinson avait construit l'évasion.
D'ailleurs, encore vexé par son échec, Robinson ne se mêlait de rien et se contentait de regarder travailler son compagnon. Vendredi avait commencé à faire du feu sous la partie du tronc qu'il voulait creuser, procédé qui avait l'avantage de hâter considérablement le travail, mais qui risquait, si l'arbre prenait feu, de tout compromettre. Finalement, il y renonça et se servit même d'un simple canif pour parachever le travail. Lorsqu'elle fut terminée, la pirogue était assez légère pour que Vendredi puisse l'élever à bout de bras au-dessus de sa tête, et c'est ainsi, les épaules couvertes comme par un capuchon de bois, qu'il descendit vers la plage, entouré par les gambades de Taine, et suivi de loin par un Robinson de mauvaise humeur. Mais lorsque le petit bateau commença à danser sur les vagues, Robinson fut bien obligé de renoncer à sa jalousie, et, prenant place derrière Vendredi, il saisit l'une des 2 pagaies simples que l'Indien avait taillées dans des branches d'araucaria. Puis ils firent pour la première fois le tour de l'île par mer, accompagnés de loin par Taine qui galopait en aboyant le long du rivage.